c'est vous qui décidez. Voilà. Donc maintenant, on a vu les data models, row, row key, colonne. On a vu l'écriture, la lecture, les consistency level et tout ça. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur un seul nœud, quand on reçoit une demande d'écriture. D'accord ? Donc juste au niveau du nœud, tout à l'heure, on nous a posé la question, est-ce qu'on écrit sur disque, en mémoire ? On va voir ça tout de suite. Et on va voir pourquoi Cassandra, en fait, est extrêmement performant en écriture. C'est probablement un des systèmes les plus performants en écriture. Donc là, je représente en bas ce qui se passe côté fichier et en haut ce qui se passe côté mémoire. Hein. Schématiquement. Quand une demande d'écriture arrive, la première chose que va faire le nœud, c'est il va écrire cette commande, cette demande d'écriture, il va l'écrire dans un commit log, dans un fichier. D'accord ? Et juste derrière, une fois qu'il est sûr qu'il a réussi à l'écrire dans le fichier, il va l'écrire en mémoire, dans ce qu'on appelle une memtable. Memtable, un mot de vocabulaire en plus. D'accord ? Une fois qu'on a écrit dans le fichier, en fait, si le système tombe, c'est à ça que servent les commit logs, si on redémarre notre machine, Cassandra va pouvoir rejouer le commit log. Et donc en fait, remettre la donnée en mémoire. D'accord ? Donc on n'aura pas perdu la donnée. Et quand on écrit dans le commit log, on écrit juste à la suite. On fait du append only. On n'est pas là à chercher l'endroit où on peut écrire. On écrit à la fin du fichier. Donc ça, c'est assez performant. Donc voilà un exemple. J'ai une demande d'écriture. C'était, il faut écrire la row qui a une clé K1 avec 3 colonnes. Donc dans mon commit log, je vais écrire la commande. J'écris la commande de manière à pouvoir la rejouer si j'ai besoin de la rejouer, au cas où. Et puis en mémoire, dans une table, dans une map, je vais mettre ma row. D'accord ? Rien de compliqué. Ensuite, on peut avoir une deuxième demande d'écriture. On peut me dire, voilà, je veux écrire la colonne 4. Pareil, je l'écris dans mon commit log à la suite. Et puis j'ajoute la colonne 4 en mémoire. Je peux avoir une demande pour une autre row, pas de problème. J'écris la row K2 avec une colonne C3. Normalement, pas de souci. Puis là, il se passe un truc un peu bizarre, c'est je reçois une demande pour effacer une colonne. Alors je l'ai mis en noir pour dire, voilà, on efface la colonne. Donc dans mon commit log, je note ce delete, de manière à pouvoir rejouer tout ça si besoin. Et côté mémoire, là pour le coup j'ai quand même remplacé la colonne, l'ancienne colonne, je l'ai remplacée par cette tombstone en fait, qui est une colonne sans valeur, mais avec un timestamp plus récent. D'accord ? Mais qui est quand même un petit flag, qui indique que c'est une tombstone. Et à un moment donné, j'ai tout ça en mémoire, évidemment le commit log il peut grossir, la mémoire peut grossir à l'infini, donc il y a différents seuils. Qui vont, si on franchit certains seuils, ça va déclencher ce qu'on appelle un flush. Un autre mot de vocabulaire qui est utilisé. Le flush, c'est simplement, on va stocker sur fichier ce qu'on avait dans notre memtable. D'accord ? Donc si vous regardez, on a exactement la même chose en haut et en bas. Et on flush dans un fichier, et ce fichier, on appelle ça une SSTable. Un autre mot de vocabulaire. D'accord ? Là, ce que j'ai mis, c'est sur disque distinct. Ça veut dire que pour des raisons de performance, c'est toujours bien de séparer, d'avoir un disque dédié au commit log et un disque dédié aux données. Ça permet de gagner en performance. Et puis au moment où on flush, une fois qu'on a flushé, qu'on est sûr qu'on a bien flushé, on peut supprimer du commit log tous les trucs qu'on n'a plus bien besoin de rejouer, puisqu'on les a ailleurs sur fichier. OK ? Alors une question, c'est pourquoi on garde la tombstone en fait. Pour synchroniser les nœuds, tout à fait. En fait, imaginons qu'on ne garde pas la tombstone. Imaginons qu'on ait 3 réplicas, d'accord, qu'une des réplicas soit down et qu'à un moment donné, le client arrive et dit voilà, moi je veux effacer telle valeur. Il va l'effacer sur les 2 réplicas, très bien. Les 2 réplicas
enfin le nœud qui a été contacté va avoir un int pour dire à celui qui est down, dès que tu reviens dans le ring, je te propage le delete. Et imaginons que ce int expire, le nœud qui est down reste down. D'accord? Donc on a nos deux réplicas qui ont bien le delete. Imaginons que ces deux réplicas n'aient plus le delete et qu'on redémarre le nœud qui était down. Le nœud qui était down, lui, redémarre avec la donnée qui n'a pas été effacée. Et si on fait un node repair sur ce nœud-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va repropager la donnée qui a été effacée. Parce que lui, on ne l'a pas effacée chez lui. D'accord? Donc du coup, on garde les tombstones. Mais on ne va pas les garder non plus pour l'éternité. On va les garder par défaut pour 10 jours. D'accord? On appelle ça la grace période. C'est pendant 10 jours, on va garder ces tombstones au cas où un serveur revienne dans le ring, avec vraiment des vieilles données. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de serveurs qui reviennent dans le ring avec des données si le serveur est resté hors du ring pendant une durée supérieure à cette grace période. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc la grace période, c'est 10 jours, c'est pas mal, mais il ne faut pas ramener des nœuds avec des vieilles données dans un ring, sinon ça peut vraiment mettre le bazar. Et ça répond à la problématique du delete distribué. Les concepteurs de Cassandra, ils auraient pu imaginer un système beaucoup plus compliqué avec des locks, etc. et des transactions et dire oui, non. Mais là, c'est pas comme ça. Ils ont préféré faire quelque chose de plus simple et de plus performant. Mais il y a des petits compromis à faire. Donc on a écrit notre SSTable sur disque, d'accord? Bien sûr, on peut avoir d'autres demandes d'écriture qui arrivent. Alors ces demandes d'écriture, ça suit exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. On écrit dans le commit log, la commande, et puis on écrit en mémoire. Et puis à un moment donné, on va flusher sur disque. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on ne va pas mettre à jour les SSTable qu'on a déjà flushés. Quand on flush une SSTable, la SSTable, elle est read-only. D'accord? On n'y touche plus. Donc là, on est dans un cas, par exemple, où on a deux versions de la colonne 3. Dans la première SSTable, en bleu, et dans la deuxième SSTable. Alors, un petit aparté sur les backups. Si vous pensez que les backups sont pertinentes, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est pertinent de backuper Cassandra, vu que c'est déjà répliqué? En tout cas, ce qu'on fait, c'est on backup les SSTable. Et c'est très facile, elles sont en read-only, on les prend, on regarde celles qui ont été nouvellement créées. Cassandra supporte les backups incrémentales. Maintenant, quid de la lecture? Quand on voit ça, on se dit, mais comment on peut être performant en lecture? C'est juste impossible. Donc en fait, il y a plein d'astuces pour être performant en lecture. Alors évidemment, si vous allez lire la colonne C3, Cassandra voit qu'elle est en mémoire, et si c'est juste cette colonne que vous voulez lire, il va vous la renvoyer immédiatement, et ça va être ultra performant, pas de souci. Mais en général, c'est pas ce qui se passe. En général, il y a d'autres cas plus tordus. Donc là, déjà, de se dire qu'on a plein de SSTable et qu'il va falloir aller voir toutes les SSTable, c'est pas super. Alors évidemment, les SSTable, elles ont été écrites dans l'ordre chronologique. Donc déjà, Cassandra va se dire, on va aller lire quand même les SSTable les plus récentes. Imaginons qu'on réclame, imaginons que C3 soit pas en mémoire. Quand Cassandra ira lire sur disque, il ira d'abord lire la SSTable 2. Mais il y a différents niveaux d'optimisation et on va voir ça tout de suite. Première optimisation, c'est le système qui va le faire en background pour vous. C'est ce qu'on appelle la compaction. La compaction, c'est simplement se dire, on a différentes SSTable, on va essayer de merger tout ça dans une SSTable un peu plus grosse, pas grosse en fait, parce que si on dégage les données, elle ne sera pas forcément plus grosse. Mais ça nous permet d'éviter l'éparpillement des données. Hein. Et on va garder les tombstones, si les tombstones ont un timestamp qui sont pas plus vieilles que 10 jours. Ça va, c'est clair? C'est pas très compliqué l'écriture en fait. Alors la lecture, on a vu qu'en lecture, si la donnée se trouve en même table, si par exemple on veut lire juste une colonne, qu'elle est déjà en même table, on est les rois du monde, on répond tout de suite.
Mais souvent, ce qu'on demande, c'est pas juste une colonne, ça va être une slice, c'est une tranche de colonne, et on n'a pas forcément tout en mémoire. Donc on va être obligé de faire d'autres choses. Première optimisation que propose Cassandra, c'est le row cache. Par défaut, c'est désactivé. Le row cache, comme son nom l'indique, on va stocker carrément des rows avec l'intégralité des colonnes. Alors le row cache, évidemment, on ne va pas mettre en row cache une row qui a des millions et des millions de données. Ça va plutôt être adapté pour des skinny rows, le row cache. Des rows qui n'ont pas beaucoup de colonnes. Si ce n'est pas dans le row cache, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on aille sur disque. D'accord ? Mais avant d'aller sur disque, on va passer par une petite couche intermédiaire qui va nous dire si ça vaut le coup d'aller sur disque ou pas. D'accord ? Et cette couche intermédiaire, c'est implémenté avec ce qu'on appelle un Bloom filter, inventé par Monsieur Bloom. Donc le Bloom filter, en fait, il est juste là, il y en a un par SSTable, et il est juste là pour vous dire si la donnée que vous cherchez est présente dans la SSTable ou pas. D'accord ? Et le problème, et les Bloom filters, lui, on peut en fait, il y a des faux positifs possibles. C'est-à-dire qu'il peut vous dire la donnée est présente, et en fait, vous ne la trouverez pas. En revanche, s'il vous dit la donnée n'est pas présente, vous êtes sûr que la donnée n'est pas dans la SSTable, et ça ne sert à rien de l'interroger. Alors, j'ai plus de compteur de temps, là, l'écran, je ne sais pas quelle heure il est. 11h40 ? Alors, c'est comme les Merkle trees, je ne vais pas résister à une petite explication sur les Bloom filters, en gros, comment ça marche. Vous allez voir, c'est très simple. On va comprendre pourquoi il y a des faux positifs possibles. Merci pour l'écran. Donc vous allez prendre une clé, par exemple, un Bloom filter. Le principe, c'est déjà un Bloom filter, il faut l'alimenter. Alors pour l'alimenter, vous prenez une clé, vous lui appliquez une fonction, plusieurs fonctions de hachage, et ces fonctions de hachage vont vous permettre de remplir un tableau de taille fixe, d'accord ? C'est un tableau de bits, en fait, c'est 0 ou 1, d'accord ? Et puis la fonction de hachage, elle va juste vous donner une position dans le tableau, et puis vous allez griser la case du tableau qui correspond. Donc là, j'ai la clé 1, j'applique deux fonctions, ça me donne deux positions dans mon tableau. Voilà, j'ai rempli mon Bloom filter pour la clé 1. Ensuite, je le remplis pour une autre clé, clé 2, paf, je tombe sur deux autres endroits dans mon tableau. Et après, je suis en lecture, et j'interroge mon Bloom filter. Donc en fait, j'ai une clé qui arrive en entrée, et je dis, bah voilà, est-ce que c'est dans mon Bloom filter ou pas ? Et on voit que si les fonctions pointent sur des cases vides, la réponse est non. Et on est sûr que on n'est pas dans le Bloom filter. D'accord ? C'est très rapide en fait, hein. C'est une taille fixe, on peut stocker autant de données qu'on veut. Et voilà un vrai positif. On revient avec notre clé 2, on interroge le Bloom filter, est-ce qu'on est dedans ? On voit qu'on tombe pile sur deux cases, les deux cases bleues. La réponse est oui, on a un vrai positif dans ce cas-là. Mais on peut avoir des cas tordus. Et un cas tordu comme celui-ci. C'est-à-dire on arrive avec une clé Y, on applique les fonctions de hachage, et on tombe sur deux cases qui sont remplies, mais qui ne correspondent pas en fait, à la signature qu'on aurait voulu. En fait, du moins, des cases qui ont été remplies par d'autres clés, de manière isolée. D'accord ? Et là, donc, le Bloom filter va répondre « Oui, oui, t'es bien présent, mais en fait, c'est un faux positif. » D'accord ? C'est le principe du Bloom filter. Est-ce que c'est bon ? Pardon ? Alors, je ne sais pas. Je sais que Cassandra permet de savoir, le monitoring Cassandra t'indique quel est le pourcentage de faux positifs. Peut-être Sylvain, tu... Ça dépend de la taille choisie, du nombre de clés. Ça va dépendre des... Tu peux regarder Wikipédia, c'est marqué. Il y a les maths. Ouais. Ça dépend de plein de choses, mais tu peux le monitorer. En pratique, dans Cassandra, on regarde le réel taux de faux positifs, puisque si on a un faux positif, on va effectivement chercher la clé, donc on peut dire qu'en fait, il n'y avait pas de clé et qu'on a dit que c'était un faux positif. Et du coup, on peut vérifier le taux réel, et le taux réel est généralement très bas. C'est-à-dire c'est du 0, enfin les faux positifs, on a un faux positif à 0,01%. Quoi. Donc en pratique, ça marche hyper bien. Et normalement, c'est assez simple à mettre en place. Ça peut peut-être vous servir. Voilà, donc on revient à notre lecture. Donc on passe par le Bloom filter.
Si le Bloom filter il nous dit non, ah bah, on est sûr que la donnée... donc pour chaque access table, s'il nous dit non, on est sûr que la donnée, bah, on l'a pas, donc on répond on n'a pas la donnée. S'il nous dit oui, ce qu'on va faire, c'est on va aller regarder dans encore une couche intermédiaire qui s'appelle le key cache, qui va contenir, pour certaines clés, donc par défaut c'est 200 000 clés, d'accord, la position exacte de la donnée qu'on cherche dans la SS table. Comme ça, on n'a pas à scanner la SS table à la recherche de ce qu'on cherche. À la recherche de la donnée, pardon. Donc on a la position exacte. Si la donnée est présente dans le key cache, bah, on est content, super, on va aller lire pile poil là où il faut. Si elle n'est pas présente, on va aller taper dans un index qui va nous donner une position approximative de la donnée dans la SS table. Cet index, en fait, il est créé au moment du flush. Au moment où on flush la même table et que ça devient une SS table, on va créer aussi un index. Ok ? Donc on a une position approximative. J'ai mis du temps à comprendre ça. C'est tout bête. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les performances ? Alors, bonne question. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand le serveur démarre ? En fait, les Bloom filters, l'index, tout ça c'est sur fichier. D'accord ? Et quand le serveur démarre, on va monter ça en mémoire. Pour le key cache, c'est optionnel. Soit le cache va se créer au fil du temps, d'accord ? On va remplir le cache. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi, il y a une option qui permet de persister le cache entre les redémarrages, de manière à avoir un cache qui est chaud immédiatement. Dès qu'on démarre, hop, on a un cache déjà préparé. Tout ça est configurable. Alors le key cache, on peut configurer le nombre de clés qu'on cache. Le recache, par défaut, il est désactivé, mais c'est configurable. Le Bloom filter, je ne pense pas qu'il y ait de trucs configurables au niveau des Bloom filters. En revanche, au niveau de l'index, il y a des choses configurables. En fait, on peut régler en fait, j'ai un peu mal répondu à la question sur le Bloom filter, mais on peut régler en fait la chance d'avoir des faux positifs en fait, puisque c'est calculable à partir du... Quand on sait le nombre de clés qu'on doit rentrer dans le Bloom filter, on peut avoir la taille qui nous donne le faux positif, le taux de faux positif qu'on veut. Et ça, on peut le régler. Plus on veut un nombre de faux positifs petit, plus le Bloom filter sera grand. D'accord. On peut régler la taille du Bloom filter quand même. Et ça va dépendre du nombre de clés que vous avez. Parce qu'on a vu tout à l'heure, si vous avez énormément de clés et que vous remplissez un Bloom filter, je sais pas moi, de 50 cases, tout de suite vous allez le saturer. D'accord ? Donc voilà, vous allez pouvoir régler ça au moins. Alors, bonne question. Ce qui déclenche la compaction, en fait, il y a plusieurs seuils distincts. Et donc, Cassandra va regarder ça. Le premier seuil, par exemple, ça va être la taille en mémoire. On peut allouer une certaine mémoire pour l'ensemble des mêmes tables. D'accord ? Parce qu'en fait, il y a une même table par colonne family. Hein, vous avez dû deviner. Vous allez pouvoir monitorer ça. Par défaut, c'est 1/3 de la mémoire système, je crois. Enfin, 1/3 de la heap qui est réservée au MM table. Si on voit qu'on dépasse ce seuil, donc c'est en comptant les objets, en regardant à peu près Cassandra va dire on consomme trop de mémoire, il faut flusher, on va flusher une même table. Et on va choisir la même table qui est la plus grosse en fait. Et elle va être flushée. Un autre seuil, ça peut être par exemple la taille de ce qu'on aura écrit dans le commit log. Si on voit qu'on a beaucoup de trucs écrits dans le commit log, on se dit ok, c'est bon, là maintenant il faut flusher, donc ça va être un autre seuil. Ça peut être aussi lancé à la main avec une commande. On peut forcer la compaction, mais c'est déconseillé en fait. C'est déconseillé parce que Cassandra, je crois avoir lu que si on le fait à la main, après il faut continuer à le faire à la main, tous ces mécanismes de seuil sont désactivés. Donc il vaut mieux laisser Cassandra faire. Et il y a différentes stratégies de compaction, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, il y a des très bonnes docs là-dessus, même des sessions entières qui sont faites là-dessus. Une autre question ? C'est possible aussi d'arriver, si on a suffisamment de serveurs et suffisamment de mémoire, d'arriver à presque in-memory database ?
Probablement, mais... Oui, tu peux jouer là-dessus. Déjà, c'est Cassandra, bon, je ne l'ai pas dit, c'est une JVM en fait. Hein. Quand on installe Cassandra sur une machine, c'est une seule JVM et on alloue la mémoire qu'on veut à cette JVM. Après, peut se poser les problématiques de garbage collection, etc. quand on a une trop grosse mémoire, ce qui n'est pas forcément recommandé non plus. Donc en fait, je pense que c'est vraiment en fonction de l'expérience de... C'est pas facile, chaque système doit être un peu différent. Mais clairement, l'enjeu, c'est d'optimiser le read et d'utiliser la mémoire, clairement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Tu as le hockey d'écriture au moment où c'est écrit dans le commit log. Voilà. Alors ce qui peut se passer, c'est que tu vas écrire en commit log, mais tu vas avoir ton système de fichier qui fait qu'en fait c'est pas vraiment écrit sur fichier. Ça va dépendre de ton système en fait, de ton OS et tout ça. Il se peut que derrière c'est vraiment synchronisé sur fichier que quelques secondes après, ce genre de choses. Mais c'est quand tu as le hockey, tu écris dans le commit log, tu as le hockey, c'est que c'est bon. Donc c'est pour ça que c'est très performant en fait. Hein. En fait, et on ne fait pas d'update. Vous avez vu les colonnes, si on veut mettre à jour une colonne, on réécrit une nouvelle colonne. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher dans un fichier cette colonne pour la remplacer en fait. Mais on ne lit pas le commit log comme c'est l'écriture juste, une demande de lecture juste après. Ah, alors, ouais, on ne lit pas le commit log. Non, non. Ce qu'on lit, c'est ce qui est en mémoire. Donc oui, tu serais dans le cas où... non, en fait, on répond une fois qu'on s'est assuré qu'on a écrit dans le commit log et en mémoire. En général, si on a réussi à écrire dans le commit log en mémoire, c'est bon aussi. Une autre question? Lors d'une compaction, on a de la dispo du nœud ou ça reste... Alors, la compaction, en fait, ça va être une thread qui va tourner avec une priorité faible. Clairement, ça a une incidence sur le système, mais on peut régler par exemple le throughput de la compaction, c'est-à-dire on ne va pas chercher à écrire 100 mégas à la seconde sur disque, on peut dire bah voilà, moi je veux écrire que 5 mégas à la seconde. Donc on va pouvoir réguler ce mécanisme de compaction. Ce qui veut dire aussi qu'il peut durer assez longtemps. Je dis on, mais c'est Cassandra, hein, et moi je ne suis pas committeur Cassandra. C'est bon ? Alors on va parler des multi-data centers maintenant. Donc tout à l'heure on a vu un ring simple, d'accord, mais on n'a pas cherché à savoir où étaient les machines. Le ring c'est vraiment juste une vue de l'esprit, d'accord, sur cet intervalle de tokens où on a positionné nos nœuds. Comment placer nos réplicas pour avoir le maximum de résilience dans un cas comme ça? Dans un cas où on aurait 2 data centers, un aux US, un en Europe, et dans chaque data center on aurait 2 racks. On se dit, bah voilà, il faudrait qu'on ait une réplica par rack au moins et par data center. Alors là, j'ai mis un replication factor de 4. On voit qu'il y a déjà deux problèmes là-dedans. C'est que, ça c'est purement une satisfaction intellectuelle, mais on n'a pas de symétrie entre les 2 data centers dans ce cas-là. D'accord ? Avec ma stratégie de placement des réplicas simples. D'accord ? En fait, j'ai attribué des tokens. J'ai fait en sorte que quand on suit l'ordre des tokens, on tombe à chaque fois sur un rack différent. D'accord ? Donc la première réplica, elle est sur O, la deuxième, elle est sur P, la troisième sur Q, quatrième sur R. Là, j'ai bien ma résilience complète. Je perds ma symétrie, j'ai pas trop de symétrie, à la limite, on peut en avoir rien à faire, pas de souci. Mais mon problème, ça va être en fait que dès que je veux faire un quorum, je vais être obligé de traverser l'Atlantique. Et je peux avoir des latences, et ça peut être problématique. Alors pour régler le problème de symétrie, on peut utiliser une stratégie de placement différente et finalement dire à Cassandra, en fait, tu sais quoi, les machines sont positionnées dans certains data centers et certains racks. Donc on va informer Cassandra de la position vraiment physique des machines et ça va permettre à Cassandra de faire la distinction entre les 2 data centers. D'accord, donc là mes tokens en fait c'est N, P, en fait j'alterne les tokens N, O, P, Q, R, S. J'alterne à l'intérieur d'un même data center entre les racks, d'accord. Et puis côté États-Unis, j'ai exactement les mêmes tokens sauf que j'ai rajouté +1. Tout ça sont, on va dire, des détails, je vais pas rentrer là-dedans. L'idée c'est que grâce à cette stratégie de placement, on va pouvoir
Cassandra va savoir qu'il y a des différences. Là, on respecte la symétrie. Et on ne parle plus d'un replication factor qui serait un replication factor global aux deux data centers, mais d'un replication factor qui va être local à chaque data center. D'accord ? Donc si on revient sur une vue en anneau, on a nos tokens qui sont extrêmement proches les uns des autres, hein, entre USA et Europe, parce qu'on a juste +1 entre les deux. Ce +1, on est obligé de le mettre aujourd'hui parce que Cassandra est fait pour impose que les tokens soient distincts. Mais franchement, il n'y aurait pas de raison de le faire. J'espère que dans les prochaines versions de Cassandra, un jour, on pourra dire, bah voilà, on a exactement les mêmes tokens. C'est peut-être au cas où on voudrait changer de stratégie. Donc voilà, je passe rapidement là-dessus. Donc le problème du quorum, là on le voit, là j'ai replication factor 3 des deux côtés. Un quorum, ça implique de contacter 4 réplicas. Donc on a toujours ce temps de latence entre les deux. Donc en fait, c'est pas grave, ils ont introduit un nouveau consistency level qui s'appelle local quorum. D'accord ? Qui dit, bah voilà, moi quand je contacte un data center, ce qui m'intéresse, c'est pas le quorum complet sur l'ensemble du cluster, c'est le quorum juste à l'intérieur du data center que j'ai contacté. D'accord ? Donc si on est en écriture, on va avoir l'écriture sur 2 nœuds, et puis en background, Cassandra va aller propager l'écriture sur le rack 1, et puis à travers l'Atlantique en Europe. Donc le quorum, il y a un autre niveau, c'est le each quorum. Là, on cherche à atteindre le quorum dans chaque data center. On va répondre OK au client si on a eu le quorum aux US et le quorum en Europe. D'accord ? Ça veut dire forcément qu'on va attendre entre les deux. Mais c'est peut-être ce qu'on veut. Alors pourquoi avoir plusieurs data centers ? Ça peut être pour de la haute dispo, de la résilience, etc. Mais il y a d'autres patterns d'usage. Certains peuvent utiliser un autre data center juste pour faire des backups, pour avoir un système, on va dire, de secours, si besoin. Donc on va se contenter d'écrire dessus, on va peut-être jamais lire dessus. Ou alors un data center pour stocker des données sur lesquelles on va ensuite faire des traitements. Des traitements du style MapReduce et tout ça. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce serait une autre présentation avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, on va parler un peu des opérations, mais avant, peut-être, comme on passe à un autre sujet, s'il y a des questions. Oui ? Est-ce que le client peut choisir le data center sur lequel il va taper ? Alors est-ce que le client peut choisir le data center sur lequel il fait la requête ? Bah oui, en fait. Il peut très bien décider d'avoir... Oui, le client choisit qui il contacte, en fait. Ça, c'est votre architecture. C'est vous qui décidez, en fait. Netflix, par exemple, avait à plusieurs data centers, je crois, utilise Amazon. Et ils utilisent Amazon EC2 et ils utilisent Cassandra. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une grosse panne sur Amazon il y a quelques mois ou l'année dernière, je ne sais plus. Il y a énormément de startups qui ont été affectées. Et en fait, Netflix n'a pas été affecté. C'est ce que me disait mon associé, je n'ai pas vérifié. Netflix n'a pas été affecté parce que justement, ils avaient d'autres data centers ailleurs, avec les données, tout ça, et ils ont continué à fonctionner. Donc forcément, ils devaient rerouter leur requête client sur les nouveaux data centers, par exemple. Enfin, sur les data centers qui n'étaient pas down. Une autre question ? J'avais vu une main se lever, non ? Au sujet du local quorum, tout à l'heure on a parlé des mécanismes de Cassandra pour découvrir un petit peu la topologie réseau. Est-ce que c'est un mécanisme complètement différent ou est-ce que ça se sert également d'heuristiques telles que la latence pour déterminer les autres qui sont proches ? Ouais, ça va être pareil, hein. En fait, ils vont s'échanger des données pareilles. C'est pour ça que j'avais mis le ring aussi comme ça. On pourrait peut-être imaginer que le gossip, on optimise les échanges gossip, peut-être interatlantique là, mais je ne sais pas si c'est le cas en fait. Si entre data centers, il y a une espèce d'optimisation pour éviter que tous les nœuds du DC USA contactent tous les autres nœuds du DC Europe, peut-être avoir
peut-être essayer de gérer un peu ça, mais je crois pas. C'est des petits messages, et puis c'est en asynchrone, et puis quelque part ça contribue aussi à mesurer la qualité du système. Donc il n'y a pas de raison. Vous avez parlé de Netflix qui utilise Amazon. Est-ce qu'il y a une stratégie ou quelque chose qui permet d'optimiser Cassandra pour tourner sur un environnement de type de grid où les nœuds vont être lancés ou arrêtés à la demande en fait? Alors il y a des optimisations pour Amazon, mais je crois que c'est juste au niveau des stratégies de placement. Peut-être que je dis des bêtises, il y a des trucs... c'est plus pour informer de la topologie du réseau, je crois. Voilà. J'en ai pas parlé là, mais on est... Il y a deux façons là, par défaut, enfin il y a deux façons dans les cas classiques d'informer Cassandra de la topologie du réseau. C'est soit un fichier de configuration. En fait, ces façons de faire, ça s'appelle un snitch. C'est soit un fichier de configuration, soit une convention sur les adresses IP. D'accord? Donc un data center va avoir sa famille d'adresses IP. En gros, le deuxième octet de l'adresse IP, ça va identifier le data center. Le troisième octet, ça va identifier le rack. Et le quatrième octet, ça va identifier la machine dans le rack. Donc quand on a un gros système, c'est mieux d'avoir une convention au niveau des adresses IP. Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, une référence pour le fonctionnement de Cassandra, par exemple, sur Amazon? Alors, là-dessus, je pense que les docs Cassandra ou les blogs de Netflix, on doit pouvoir trouver tout ce qu'il faut. Hein. Ça tourne sur ces deux, donc il n'y a pas de... Quoi, pardon? Ah oui, ouais, merci Florent. Tout à l'heure, pour la Cassandra partie, là, le hands-on Cassandra, on va essayer de simuler, enfin on va pas essayer, on va simuler 3 data centers, on a 3 switches en fait, et on va attribuer des adresses IP différentes en fonction des data centers, et puis on va s'amuser à couper les connexions entre data centers, etc. Et je sais pas j'espère qu'on sera le plus nombreux possible. L'idée c'est de battre un record et puis de rigoler un peu. Et de voir Cassandra, donc chacun aura son petit Cassandra sur sa machine et pour avoir différentes choses. Qui ne vient pas à la Cassandra partie? Ah, ça va être chouette. Ah, je pose pas la question. Ils viennent tous. Allez, on avait une question. Comment ajouter un nœud dans le cluster? Si vous regardez les docs Cassandra, souvent ils vont vous dire pour monter en charge, c'est simple, il faut doubler la taille du cluster. Alors c'est simple quand on a 2 machines, 3 machines, mais c'est pas toujours évident. Alors pourquoi doubler la taille du cluster? Ça plaît bien aux gens. C'est qu'en fait, vous vous souvenez quand on a attribué des tokens, hein, on a fait une petite formule mathématique, toute simple. Si on double la taille du cluster, en fait, les tokens des nœuds qui sont déjà présents, ils ne changent pas. Vous voyez? On est comme ça, on reste à la même position. Et la formule, ça ne change rien. Au lieu de faire 2 divisé par 8, on fait 4 divisé par 16. Donc, les nœuds existants restent exactement à la même position. Donc, doubler la taille du cluster, c'est plus simple, on va dire, parce qu'on n'a pas à recalculer tous les tokens. Alors, quand vous doublez votre taille de cluster, vous n'allez pas allumer tous les nœuds en même temps. Hein. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand un nœud arrive, eh ben, il va devenir responsable pour un nouvel d'un intervalle dont l'autre était responsable. Donc les nœuds vont se parler entre eux et vont commencer à s'échanger des données. D'accord? Là, il va y avoir vraiment du streaming de données entre les nœuds. Et ça va alléger la charge de chaque nœud. D'accord? Il y a des nœuds qui seront plus responsables pour certaines copies, ils vont être responsables pour de nouvelles, etc. Enfin non, ils seront plus responsables de certaines copies. Donc ça, c'est simple en fait. Et ça se fait à chaud, hein. Vous n'avez pas besoin d'arrêter les autres nœuds, vous faites ça, pas besoin d'arrêter votre Cassandra. Hein. Alors ajouter un seul nœud, imaginons que vous vouliez juste ajouter un nœud, vous n'avez pas beaucoup de sous. Ah, le problème, c'est que vous allez créer un déséquilibre dans votre cluster. Et vous allez être obligé de rééquilibrer ce cluster. On va appeler ça du rebalancing. Vous allez être obligé de contacter chaque autre nœud un par un, et de lui dire, voilà ton nouveau token, débrouille-toi, tu vas te positionner à un autre endroit.
Ça veut dire que que les données dont on est responsable vont un petit peu changer. Et là, le nœud va être obligé d'échanger des données avec les autres nœuds. Donc c'est quand même pas anodin d'ajouter un nœud, ça veut quand même dire que il va y avoir un peu de trafic. Donc quand vous ajoutez des nœuds, il vaut mieux les ajouter un par un, tranquillement. Donc l'ajout, le retrait, ou même les upgrades Cassandra peuvent se faire à chaud. Là, je ne parle pas trop du retrait, mais j'éteins un nœud, je mets à jour Cassandra, je redémarre. Voilà, ça me prend 5 minutes. Normalement, il n'y a pas de souci. J'ai perdu peut-être que quelques écritures, mais il y a le int endoff qui va me les renvoyer. Et ça se fait de manière vraiment normalement simple. Tout est fait pour que les upgrades soient simples. On va tester ça, ouais. Alors peut-être pas l'upgrade de Cassandra, mais le rebalance, peut-être on verra si on a le temps de faire tout ça. C'est une partie relativement simple en fait là. Question? Alors, est-ce qu'on peut éteindre un nœud, changer Cassandra et le rallumer? La réponse est il faut lire la release note Cassandra. Si c'est une release note des versions mineures, il y a 0 souci. Il faut quand même bien lire, mais a priori, qu'est-ce qui va changer? Ça va être surtout déjà les formats de SSTable, ils vont pas trop s'amuser à les changer d'une version à l'autre. Le format de commit log aussi. Mais si c'est le cas, j'imagine qu'il y aura une procédure à réaliser avant sur les SSTable, par exemple. Ou alors même le nouveau Cassandra fera la conversion lui-même. Il faut lire les release notes. Mais vous faites votre upgrade. Ce qui est beau, hein, c'est que vous éteignez un nœud, vous upgradez et normalement, si les clients ne sont pas tous là à écrire en all et à écrire en all, votre système, il n'est pas... ça ne changera rien. Une autre question? On peut parler architecture après. Quand tu dis qu'il pour augmenter un cluster, faut doubler le nombre de nœuds. Alors, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que... C'est préférable. Non plus, c'est juste que dans les docs, on vous dit souvent, pour monter en charge, doubler le nombre de nœuds. Parce qu'il n'y a pas besoin de recalculer les tokens. D'accord. Mais si tu veux doubler le nombre de nœuds que tu ajoutes, tu dis il faut ajouter ces nœuds un par un. Il ne va pas à chaque fois faire du rebalancing à chaque ajout. Non. Mais quand on ajoute les nœuds un par un si on double le nombre de nœuds et qu'on ajoute les nœuds un par un, ce qui va se passer, voilà, imaginons qu'on ajoute celui-là n plus o sur 2 là. N plus o sur 2, il va dire qu'il est responsable de cette range. En fait, c'est-à-dire qu'il va prendre des données qui sont stockées sur O0. Effectivement, il y a une espèce de... ça se reconfigure, la topologie se reconfigure. Effectivement, oui. Mais c'est ça, ou alors le faire complètement à la fois et on risque d'avoir des soucis. On l'a vu pendant la répète aussi, que c'est pas forcément bien d'allumer tout le monde en même temps, ou ce genre de choses. Faire tout en même temps. Dès qu'il y a énormément de streaming en jeu, il vaut mieux y aller un par un. Mais effectivement, il y a comme un petit rebalancing, mais le petit rebalancing, il se fait au niveau local, là. Je sais pas si j'ai été clair. On passe un petit peu à l'architecture interne. C'est pareil, c'est juste pour aller briller en société que je vous ai fait ce slide. En fait, l'architecture interne est liée au monitoring. Donc c'est pour ça que je parle un petit peu de ça. C'est que vous allez comprendre le coup d'après. Cassandra, en fait, l'architecture s'est inspirée d'une pattern ou d'un papier qui a été écrit il y a quelques années qui s'appelle SEDA, je ne sais pas comment on dit en anglais, Stage Event Driven Architecture, qui part du principe en fait que votre système, vous allez le découper en plusieurs sous-systèmes qu'on va appeler des stages, d'accord, qui sont des étapes. Et une stage, en fait, c'est juste quelque chose qu'on va alimenter en événements, qui va traiter les événements à l'aide d'une thread pool, et qui, en sortie, va potentiellement générer de nouveaux événements qui vont être traités par d'autres stages.
D'accord? Donc par exemple, on pourrait imaginer une demande, une requête qui arrive. Donc on a les je ne sais pas si c'est exactement comme ça dans Cassandra, hein, mais on a les demandes de requêtes qui arrivent, elles sont traitées, et puis hop, c'est une lecture ou une écriture, ou par exemple une demande de lecture qui arrive, on va les empiler dans la queue, là. On va les traiter une par une, et puis peut-être que la demande de lecture va déclencher un read repair. Le read repair, on va l'envoyer dans une autre étape. Ça va permettre de contrôler de manière un peu mieux notre système. Si on voit que par exemple les queues d'entrée sont saturées, on va rejeter les demandes. Du coup, le système continue bien à opérer en mode à peu près nominal et on ne va pas saturer les étapes suivantes. Alors dans Cassandra, c'est pas forcément la taille de la queue qui va compter, mais ça va être le temps que vont rester en attente les événements dans la queue. D'accord ? Il se peut que par exemple une demande de lecture expire parce qu'elle est restée trop longtemps dans la queue. Et dans ce cas-là, elle est rejetée et on répond KO au client. D'accord ? Donc dans Cassandra, des stages comme ça, on en a pas mal. Et un des outils de monitoring qui s'appelle, avec un des petits clients en ligne de commande fournis par Cassandra, va justement vous indiquer, vous lister toutes ces stages en fait. Alors, il y a certaines stages, par exemple le read stage, donc c'est fait comme je vous ai montré juste avant. Et ce qui est intéressant pour un administrateur de regarder, c'est bien que le nombre de pending, par exemple, n'est pas trop important. Le pending, ça va être le nombre d'événements qu'on a dans la queue, par exemple. Okay ? Donc quand il est à 0, c'est que tout se passe très bien, on enchaîne et il n'y a pas de souci. Et puis là, le nombre de messages dropped, par exemple, c'est vraiment les messages qui auront, par exemple, expiré. Ça aussi, c'est à surveiller. Si on voit qu'on en a beaucoup, c'est qu'on a un souci de dimensionnement. Donc vous voyez, les outils de monitoring, quand même, impliquent de comprendre un petit peu comment est l'architecture. Oui, ça, ce sont des données par node. Ouais. Après, tous ces petits, ce truc de monitoring, là, c'est en ligne de commande. Le petit outil, il est écrit en Java, le code est open source, donc on peut très bien se faire un petit truc custom qui récupère tout et qui fait une synthèse globale. Mais en général, ce qui va vous intéresser, c'est vraiment par nœud, parce que savoir si un nœud a un problème ou pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Est-ce que le fait que les lectures peuvent tomber en timeout, ça exclut Cassandra ? Est-ce que Le fait que les requêtes en lecture peuvent tomber en timeout exclut Cassandra sur la manipulation de données vraiment sensibles ? Est-ce que les exemples etc., envoyés par la perte de données tolérées, est-ce que voilà Est-ce que donc c'est juste par rapport à la capacité de Cassandra de garantir l'accès à la donnée ou le fait que le client doit tolérer d'être en panne régulièrement sans avoir de réponse du système. Ouais. Alors, encore une fois, Cassandra, ça répond pas à tous les besoins. Si tu as des données... ce qui est clair, c'est que la donnée, on a vu que... Là, on a regardé beaucoup les cas extraordinaires, on va dire. Hein. La donnée, elle est quand même répliquée sur plusieurs nœuds. D'accord ? Donc déjà, elle peut être servie. La question, c'est plus, est-ce qu'on va bien avoir la dernière version ou pas ? Après, ça dépend de la sensibilité des données. C'est sûr que si on regarde la balance d'un compte en banque, on veut être sûr d'avoir la dernière donnée. Hein, mais dans ce cas-là, on va lire en all. Et puis, on n'utilisera peut-être pas Cassandra pour ça aussi. En fait, je vois pas en quoi c'est différent. Comment dire, dans Cassandra, on a vu qu'il y avait des consistency level et donc tu peux lire avec le consistency level que tu veux. Donc si tu veux être sûr de pouvoir lire la donnée, tu peux demander qu'une seule machine réponde. Auquel cas, à partir du moment où il y a un des réplicas qui est up, il va répondre. Donc en fait, c'est possible d'avoir un timeout. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réessayer et que s'il y a une machine qui répond. Donc n'importe quelle base de données, en gros, Cassandra est capable de répondre à partir du moment où il y a un réplica qui est up.
je connais pas de base de données qui est capable de répondre à partir du moment où aucun réplica est up, en fait, en gros, pour répondre à la question. Donc en ce sens-là, je pense qu'il n'y a pas de limitation. Ou alors c'est autre chose que tu pensais. Mais après, il y a les problèmes de consistance. Et encore une fois, Cassandra, finalement, offre plus qu'une autre base de données. Enfin, ça dépend ce qu'on va. Il n'y a pas de transaction et de ce genre de choses-là. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais en revanche, en termes de consistance, on peut choisir ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut tout à fait dire j'écris avec une consistance level all, auquel cas je pourrais toujours lire et avoir la version la plus récente à partir du moment où je suis capable de lire d'au moins un réplica. Mais je peux aussi faire des choses un peu plus sophistiquées. Alors que finalement, ce que fait une base de données, disons, relationnelle classique, c'est écrire à consistency level all et lire à consistency level 1. Souvent, elles ne sont pas distribuées, donc la question de toute façon ne se pose pas. Du coup, je pense que la réponse à la question vis-à-vis des timeouts, c'est que ce n'est pas limitant du tout pour les données sensibles ou quoi que ce soit. Merci. C'est bon? Ah! Une critique. Une critique, c'est mon expérience personnelle, c'est que c'est pas facile de rentrer dans le code source Cassandra. Et puis alors je vais regarder des press, c'est quand même bien documenté. Hein. Et quand on regarde le code pris individuellement, c'est super bien écrit, il y a des commentaires, on comprend les choses. Mais de manière globale, c'est pas facile de rentrer là-dedans. Alors il y a des press qui sont disponibles en ligne, et même celui qui fait la presse le dit, et il dit que c'est un peu le bazar. Et alors je me suis amusé à lancer un petit outil qui regarde un peu les dépendances entre les packages. C'est souvent mon truc que je fais sur chaque projet. Et en fait, voilà ce que ça donne. Et voilà, c'est juste compliqué. Si vous faites ça avec, par exemple, le framework Spring, vous voyez pas ça. Ce qui vous permet de, par exemple, apprendre un package sans apprendre le reste. Avec Cassandra, quand vous rentrez dedans, il faut aller fouiner partout et c'est un petit peu... Alors je dis pas que c'est mal fait, hein, ça marche nickel, c'est une super architecture. C'est juste que s'il y avait un point à améliorer au niveau du code, ce serait ça, je pense, réorganiser un peu les packages et peut-être avoir des modules un peu mieux isolés. Facile à dire. Et j'arrive à la fin de la présentation. Je ne sais pas combien de temps il reste. Voilà, c'est un parfait timing. On n'a pas fait de pause. Hein. Des petites questions sur la partie opération, la partie sauvegarde en fait. Comment on fait, comment ça se passe la partie sauvegarde? Est-ce qu'il y a des outils d'export de données Alors la partie sauvegarde, c'est il y a deux options. Enfin, tu as vu que les SS tables sont en read-only. Donc le principe de la sauvegarde, il est tout bête, c'est on copie les SS tables quelque part. D'accord? Et on a accès à ces tables? Enfin, elles sont. Oui, elles sont sur fichier. Ça va être dans var lib Cassandra data. Voilà, alors c'est pas lisible à la main, hein, mais les fichiers sont sur le file system, bien sûr. Voilà. Donc après, il y a une commande qui s'appelle snapshot qui va se contenter de faire une copie entre guillemets des SS tables et les mettre dans un répertoire. Et ce répertoire, ça va être à toi de le backuper sur le réseau ou ailleurs. D'accord? En fait, c'est pas une vraie copie, c'est des hard links. D'accord, donc c'est des références vers le fichier, mais c'est pas des liens symboliques, c'est des liens en dur. Tu pourras regarder les hard links, ça évite d'avoir le fichier en double. Parce que lors de la compaction, qu'est-ce que va faire Cassandra? Il va effacer les anciennes SS tables. Donc, mais elles ne seront pas forcément effacées si elles ont été référencées via un hard link. Et il y a aussi un mécanisme de backup incrémental. Donc on va faire un premier snapshot, donc tu vas pouvoir stocker ça, et ensuite à chaque fois que Cassandra va flusher une SS table, il va aussi créer un hard link vers le répertoire de backup. Donc la backup, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est plus... c'est compliqué de se dire comment faire une backup à un instant donné. En fait, souvent, quand on vient du monde des bases de données, c'est on a une backup à un instant donné, et on est capable de rétablir le système tel qu'il était à cet instant donné. Là, ça veut dire que sur chaque machine, il faudrait imaginer faire la backup au même moment. On pourrait le faire,
Il suffit de dire à chaque machine arrête de répondre aux clients, flush toutes tes tables, je backup, hop, tu peux commencer à répondre aux clients. Mais ça veut dire que vous avez une petite indispo dans votre cluster. Mais c'est jouable. Et là, vous savez que vous avez fait une backup chez tout le monde à un instant donné. Oui. Oui, c'est pour la question, c'est pour revenir sur un cas où on est KO dans l'écriture des nœuds. Donc ça a quand même écrit sur un nœud. Quand on essaye de relire la donnée, il va nous renvoyer un résultat. Oui. Et à ce moment-là, il y a un autre système qui a été expliqué par la suite où quand on lit, il essaye éventuellement de voir la dernière valeur et de se synchroniser. Oui, le read repair, oui. Donc le read repair. Donc il va essayer, donc ça n'a pas marché la première fois, il va faire le read repair, donc il va quand même réécrire derrière après dans les autres nœuds. Exactement. Le read repair, c'est fait pour ça en fait. Donc en fait, à la première insertion, ça a été KO. Enfin, sur un des nœuds, ça a été KO. Mais ça renvoie quand même KO au client. Un autre client demande de lire la donnée, elle existe, et en fait, c'est comme si ça avait marché en fait. Tout dépend du consistency level. Oui, si tu demandes un consistency level 1 en lecture et qu'il te renvoie la donnée, ça a marché. Si tu demandes un quorum, ça veut dire qu'il va devoir contacter la majorité des réplicas. Imaginons que la réplica soit à nouveau up, que le int n'ait pas fonctionné parce qu'il a expiré. Et ben là, il va bien comparer les deux, il va renvoyer la plus récente, et puis en background, il va faire la réparation. Ouais, ouais. Ça s'auto-répare en fait. J'ai une question sur l'administration. Au niveau de l'administration graphique, il y a Datax qui propose un outil qui s'appelle OpCenter. Ouais. Maintenant, au niveau des GU, pour Graphic User Interface, est-ce que Cassandra a un outil, par exemple un Toad pour MySQL, pour le cas de MySQL? Est-ce qu'il y a un Toad qui existe pour Cassandra? Alors, comme PHPMyAdmin ou ce genre de trucs. En fait, OpCenter permet des trucs, une petite interface basique pour aller naviguer dans les données. Permet de faire un petit peu ça. Mais sinon, en ligne de commande, ça se fait bien aussi. Ah d'accord. Bah, on me dit qu'il y a Cassandra Cluster MyAdmin, peut-être qu'il fournit ça aussi. Nous, on le trouve sur GitHub et on y accède le plus facilement par tout simplement la fondation Apache. D'accord. Ok. Et OpCenter aussi, donc il y a Cassandra Cluster MyAdmin, quelque chose comme ça. Et OpCenter a aussi une version communautaire où on voit l'état du réseau. J'ai pas de photo là, mais c'est gratuit, vous pouvez le télécharger. On va l'utiliser tout à l'heure à la Cassandra Party, justement. Alors, il y avait une question par là-bas, ou quelqu'un qui n'en avait pas posé encore? Concernant les transactions, oui. On rentre dans le vif du sujet. Les opérations de reprise et tous les mécanismes de fiabilisation, de réplication, ils se tournent vraiment vers une approche atomique des appels à Cassandra. Ouais. Quand on traite des domaines où on va faire X appels à Cassandra, et ce de manière transactionnelle, est-ce qu'il y a des exemples de gestion? Alors, il n'y a pas de transaction dans Cassandra, d'accord. En revanche, quand on écrit sur un nœud, on a une atomicité au moment où on écrit, par exemple, on va écrire 3 colonnes d'un coup dans une même row. Là, on a une atomicité sur les 3 colonnes. C'est-à-dire, on écrit soit les 3 colonnes, soit aucune. D'accord? Mais on n'a pas plus que ça, en fait. Il n'y a pas vraiment de... Si on a, disons, l'exemple typique, c'est si on veut faire un mouvement de compte, un virement d'argent d'un compte vers un autre, on ne veut pas qu'un compte soit crédité et l'autre pas débité, par exemple, qui va consister à faire 2 opérations en base et qui vont devoir être gérées complètement par le client, en fait. Voilà, peut-être avec d'autres systèmes de logs distribués, tout ça, mais il n'y a pas ça dans Cassandra. Peut-être avec les compteurs, même peut-être avec des compteurs distribués. Sur une même row, on pourrait imaginer 2 compteurs, mais on pourrait imaginer ça, et du coup, les 2 colonnes, c'est atomique quand on écrit les 2 en même temps. Voilà, on pourrait imaginer un système comme ça, mais c'est pas fait pour faire des transactions.
Sinon, on revient dans les problèmes du début. On a ce mur, et puis voilà, on a d'autres soucis derrière. Pas de questions. Alors, prenez le micro, parce que c'est vrai que c'est plus sympa pour les autres. Parlez bien devant. Quand on a beaucoup de colonnes dans une même row, enfin, quand on veut traiter, insérer des gros volumes de données, on a vu que pour lire des gros volumes de données, on pouvait faire des slices, je crois. Et pour les écrire, comment ça se passe? Est-ce que le client doit tout mettre en mémoire ou est-ce qu'il peut les envoyer au fur et à mesure? Alors, pour l'écriture, on peut faire sous forme de batch. D'accord, donc on va grouper les écritures et puis on va envoyer ça. Mais oui, ça se fait. On va faire des batchs, je sais pas, on va écrire 50 colonnes par 50 colonnes et puis on met ça. Dans la même row? Ouais, dans la même row, ouais. Donc il peut y avoir des bouts de colonnes qui vont arriver sur... Il peut y avoir, pardon? Certaines colonnes qui vont arriver sur un serveur et d'autres sur un autre serveur ou... Ah bah oui, tout à fait. Et ça se réplique petit à petit et voilà. Tout dépend de... Si votre souci c'est de lire immédiatement ce que vous venez d'écrire, après c'est en fonction de votre use case. Alors évidemment, on prend les cas classiques, la timeline Twitter par exemple. C'est pas important si dans votre timeline vous n'avez pas immédiatement le dernier tweet de votre copain. Lui il l'a écrit très bien, mais vous l'aurez pas tout de suite et c'est pas grave. Et il y a plein de cas où c'est comme ça en fait. Ok. Est-ce que moi, petit sondage personnel, est-ce que vous avez réussi à suivre tout ou vous êtes plus confus maintenant qu'au départ? Vous avez réussi à suivre à peu près? D'accord. Est-ce que la taille des rows influe sur les performances? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus long de lire dans une row avec beaucoup de données? Ou est-ce que c'est géré très bien et on s'en fout en fait? Alors, c'est une question peut-être un peu générale. Première réponse déjà, c'est que imaginons que vous ayez une seule wide row dans votre système. D'accord? On a vu que les rows, elles sont stockées sur une seule machine. Imaginons qu'on ait 10 machines, replication factor 3, ça veut dire que cette énorme row, elle va être que sur 3 machines. Et si votre système prend plein de demandes de clients et que tout le monde veut lire sur cette row, ça veut dire qu'il y a 3 machines seulement qui vont être extrêmement sollicitées. D'accord? Ensuite, ce qui va dégrader les performances en lecture, c'est surtout si les données sont extrêmement éparpillées. Si vous passez votre vie à mettre à jour les données, etc., tout va dépendre en fait de cette histoire de compaction. Donc il y a différentes stratégies. Je sais que la dernière stratégie qu'ils ont mis en place, elle est faite pour ça, quand il y a beaucoup de lectures, beaucoup de mises à jour. Mais forcément, il y aura un petit impact par rapport à un truc qui reste relativement statique, ou alors quand on lit juste une colonne et elle est déjà en mémoire. Mais normalement, non, c'est très très performant en fait. Tout est déjà trié sur disque. Normalement, c'est plus ou moins compacté. Donc allez lire une tranche de colonne. Quand vous allez lire une tranche de colonne, vous n'allez pas en lire 1 million, hein, vous allez en lire 50, 100. Quand vous regardez une IHM, si vous regardez par exemple, je sais pas, Twitter, on voit qu'il les charge au fil de l'eau. Hein, il va charger 10, puis 10, puis 10, si vous scrollez seulement. Donc c'est ce qui va se passer, ce sera la même chose. Vous allez aller lire une tranche, et cette tranche, elle est déjà prête. Elle est déjà prête et éventuellement en recache. Elle ne sera pas prête en recache, on a dit qu'on ne cachait pas les grandes rows, mais elle sera prête sur disque. Il n'y a pas d'ordre à faire, c'est direct. Question. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a une sorte de catalogue de modèles spécifiques à Cassandra? Par exemple, pour faire un blog, là, tout à l'heure il y avait un exemple de... D'accord, ouais, des différentes patterns de modélisation. Ouais. Je crois qu'il y a eu, je n'ai pas trop recherché parce que finalement il n'y a pas 36, hein, on n'a pas 36 degrés de flexibilité, tu as vu. Mais je crois qu'il y avait une présentation qui doit être disponible online, en vidéo, à Cassandra Summit ou autre chose, où ils traitent de ça, ils traitent de la modélisation avec Cassandra. Donc il y a beaucoup de docs, hein, il y en a de plus en plus, pas mal de sessions filmées,
C'est vachement intéressant de pouvoir creuser. Par rapport zut, j'ai pas les références ici. Mais il y a des très bons bouquins. Il y a un bouquin chez O'Reilly sur Cassandra qui est superbe, c'est en anglais. Et il y a un autre bouquin qui s'appelle Cassandra High Performance, je sais plus quoi, qui est aussi excellent. Et ces deux bouquins-là, si vous voulez aller plus loin dans Cassandra, il faut les acheter sans hésiter. Il y a aussi la doc chez DataStax qui est vraiment très très bien faite. On peut même la télécharger en PDF et lire ça tranquillement sur son téléphone ou sur son iPad ou autre device. La mailing list aussi, c'est déjà plus pour les hardcore. C'est vrai. Au niveau de la gouvernance du projet, donc c'est Apache, c'est ça? Alors, au niveau de la gouvernance, c'est un projet Apache. C'est le chef du projet, c'est le chairman, je ne sais pas comment on dit, c'est Jonathan Ellis, qui est aussi le CTO de DataStax. Voilà. Et c'est vrai que ils ont la majorité des committeurs, je crois, peut-être vient de DataStax, enfin. Mais il y a des committeurs indépendants. Mais c'est, à mon avis, un job quasiment à temps plein. Hein. C'est une licence Apache. Donc. C'est Apache, ouais. Apache. Et puis apparemment, être committeur ou contribuer à des pages, c'est aussi un bon moyen de se faire embaucher par ce genre de boîte. Avis aux amateurs. Hein. Bon, 0 minute. Merci.